Une chose que je n'aime pas beaucoup, c'est la façon dont certains universitaires finissent par limiter la guerre froide à une simple dispute idéologique entre capitalisme et socialisme, et ici je dis que ce n'était pas vraiment le cas. En fait, je crois même que le facteur idéologique est surestimé. La guerre froide est avant tout une rivalité géopolitique, et c'est cela qui est le plus important. L'idéologie est importante, bien sûr, mais pas tant que ça. Je la considère plutôt secondaire. L'idéologie compte bien moins que la motivation de la guerre froide. Ce serait en réalité une sorte d'outil. L'idéal est de voir la guerre froide comme la rivalité entre deux pôles de pouvoir pour la suprématie géopolitique de la planète, Washington et Moscou, les États-Unis et l'Union soviétique. L'idéologie, ainsi, a été l'outil avec lequel ces deux pôles pouvaient se battre. Ainsi, ce n'est pas le facteur capitalisme ou socialisme qui a servi de motivation. Ils ont été importants, bien sûr, mais ils étaient les moyens dont ces deux pôles disposaient pour se battre. Avec la victoire du capitalisme, simplement parce que c'est un outil politico-économique largement plus efficace que le socialisme ne pourrait jamais l'être. Avec ces deux centres, Washington et Moscou, se disputant le monde après la perte de pouvoir des deux autres blocs qui étaient autant en compétition jusqu'alors, à savoir Londres, Paris, Berlin et, à un niveau moindre, Tokyo et Pékin. Pourquoi est-il plus important d'adopter une perspective géopolitique plutôt qu'idéologique ? Eh bien, je vais donner deux raisons. La première raison, c'est que lorsque l'on regarde à travers des lunettes idéologiques, cela nous aveugle par rapport à la réalité qui est et sera toujours centrée sur la lutte de force et d'influence des grandes puissances. Si la motivation avait été seulement idéologique, le bloc communiste aurait été plus cohérent et aurait obtenu de meilleurs résultats. Ce n'est pas qu'il aurait gagné la guerre, je ne pense pas qu'il l'aurait fait, parce que le socialisme ne peut tout simplement pas fonctionner, mais il aurait peut-être résisté plus longtemps et causé plus de dégâts au monde occidental. Je comprends qu'on voit cela sous un prisme idéologique, car 99,9% des livres de l'époque le présentent ainsi, mais je trouve cela très superficiel et limité. D'autant plus que j'aime voir les choses dans une perspective temporelle plus large. Et honnêtement, 45 ans de guerre froide, c'est une période tout simplement dérisoire dans la perspective de l'humanité et de notre civilisation qu'on peut estimer à environ 20 000 os. Van Allelands. Je doute que les historiens du futur, vers 2800 ou 2900, accordent autant d'importance à ces 45 ans de guerre froide que nous. Bien sûr, il y a le facteur nucléaire, qui est l'élément le plus vital de la guerre froide et qui la rend telle qu'elle est. Après tout, c'est le premier conflit, jusqu'alors, où l'on a couru le risque d'anéantir l'humanité elle-même. Désormais, nous connaîtrons des situations aussi tendues, voire davantage. Alors, dans des centaines d'années, étant donné l'échelle plus grande des armes et des dimensions géopolitiques, il deviendra évident que la guerre froide, dans cet arc de milliers d'années, n'aura pas l'importance que nous lui accordons aujourd'hui. Il est évident que quelqu'un peut dire que c'est évident parce que dans le futur, ils seront plus éloignés et n'auront pas autant d'effets. Mais le fait est, c'est que même lorsque nous regardons en arrière vers d'autres périodes clés de l'humanité, il y a des périodes qui ont eu un impact très important sur la société et sur la civilisation. Son impact pourrait dépasser celui de la guerre froide comme la guerre de 30 ans, au XVIIe siècle. Ou encore les conquêtes mongoles qui, même après presque 1000 ans, ont encore aujourd'hui une importance clé dans le contexte de l'histoire humaine. Cette perspective idéologique n'a de sens que dans ce petit contexte qu'est le XXe siècle, d'autant plus qu'en regardant en arrière, nous pouvons le voir clairement. Le facteur des disputes idéologiques n'a de sens que s'il y avait réellement eu un certain équilibre des forces entre ces deux systèmes politico-économico-idéologiques, le socialisme et le capitalisme. Mais aujourd'hui, nous savons que non, surtout du fait que le bloc socialiste n'avait pas la moindre chance de gagner cette dispute. Et encore une fois, aujourd'hui, il est facile de voir et de dire cela, mais à l'époque, non. N'importe qui en Occident, surtout aux États-Unis, qui vivait à la fin des années 50.
Au début des années 60, en observant les chiffres et cartes, il aurait été terrifié par la victoire socialiste inévitable menée par Moscou, car la croissance industrielle soviétique était écrasante. La croissance du produit intérieur brut aussi, sans parler du fait que leur science semblait supérieure, puisqu'ils ont mis le premier satellite dans l'espace, puis le premier homme. Sans parler de près de 6 millions. De soldats, 45 000 chars, 20 000 avions du pacte de Varsovie, qui étaient des chiffres bien plus élevés que ceux que l'OTAN possédait. D'autant plus que cela ne prenait même pas en compte le nombre éventuel de renforts venus de Chine et probablement d'Inde, qui, bien qu'ils affirmaient être neutres, flirtaient et coopéraient avec les soviétiques. Donc, de ce point de vue, il semblait que la défaite des Américains et de l'OTAN serait inévitable. Que l'Union soviétique, en quelques jours, prendrait l'Allemagne de l'Ouest et le Danemark et, en quelques semaines, la majeure partie de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Belgique et de la Grèce. Et en plus de cela, il voyait apparaître en Amérique latine des mouvements pro-soviétiques. L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, en pratique, avaient déjà été perdus, et le reste de l'Afrique allait difficilement ne pas pencher du côté soviétique. En Asie du Sud-Est, la panique était que si les communistes gagnaient au Vietnam, il serait inévitable que toute la région tombe, comme dans un effet domino. Et il faut en rappeler que les États-Unis étaient encore traumatisés par la guerre de Corée, qui, bien que techniquement ait été un match nul, s'est en pratique avéré être une victoire pour la Chine. Et je dis que ce fut une victoire pour la Chine parce que les États-Unis, soutenus par une coalition des Nations Unies et étant une puissance nucléaire, étaient en train de gagner facilement contre la Corée du Nord après avoir repoussé les Nord-Coréens derrière le 38e parallèle, qui est la ligne qui divise la péninsule coréenne entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors les forces américaines et leurs alliés étaient bien sur le point d'anéantir l'armée nord-coréenne, jusqu'à ce que, soudainement, ils se retrouvent face à une avalanche chinoise qui a repoussé la plus grande puissance militaire du monde, les États-Unis, qui bénéficiaient encore du soutien de plusieurs alliés occidentaux, de nouveau à l'intérieur de la Corée du Sud. L'impression d'une défaite imminente face aux forces chinoises était si forte que MacArthur, le commandant américain pendant la guerre, était décidé à utiliser des armes nucléaires contre la Chine parce que Moscou s'est vite rendu compte que les Chinois ne tiendraient pas beaucoup plus longtemps. Alors Moscou, pensant qu'elle serait vaincue, et Washington, pensant aussi qu'elle serait vaincue, ont décidé de négocier. La guerre s'est pratiquement terminée, même si ce n'était pas encore officiel, mais en réalité elle s'est arrêtée là. Il y a aujourd'hui un armistice, mais c'est un autre sujet. Les deux camps n'ont négocié que parce que les deux pensaient qu'ils allaient perdre. La même chose s'est produite lors de la crise des missiles, les deux camps pensaient qu'ils allaient être vaincus, c'est pourquoi ils se sont assis et ont discuté, ce qui rend la situation actuelle entre la Russie et l'OTAN encore plus grave, parce que les deux camps pensent qu'ils vont gagner, et s'ils pensent qu'ils vont gagner, ils n'ont aucune raison de négocier. Mais pour revenir à la guerre froide, les Américains étaient traumatisés par la guerre de Corée et pendant le reste des années 50 et 60, ils étaient là convaincus qu'en cas de guerre, ils seraient bien vaincus. Mais aujourd'hui, en regardant les données, les chiffres, les rapports et tout le reste, nous savons que ce n'est pas le cas. Qu'en réalité, les pays communistes n'avaient pas la force qu'ils prétendaient avoir et qu'ils n'étaient pas aussi solidaires les uns avec les autres. En réalité, l'Union soviétique et la Chine ne se faisaient pas confiance, et au final, tout le monde finissait par vouloir s'affronter. Cela est devenu évident lorsque la Chine a envahi l'Union soviétique en 1969 sur la rivière Ussuri, mobilisant des centaines de milliers de soldats des deux côtés, ce qui a failli déclencher une guerre entre l'Union soviétique et la Chine. L'économie soviétique, en forte croissance dans les années 50, s'est soudainement arrêtée. Et l'estimation selon laquelle la production industrielle soviétique, qui progressait à grands pas, s'est rapidement stagnée dans les années 60, n'atteignant même pas le niveau de celle des États-Unis. De plus, la technologie soviétique est progressivement devenue obsolète par rapport à celle des Américains, et ce nombre absurde de soldats, de chars et d'avions est devenu un fardeau trop lourd à supporter pour Moscou. Tenter de suivre le rythme des États-Unis capitalistes a encore accéléré la chute de l'économie soviétique.
Cela n'était pas arrivé en Chine, car les Chinois, historiquement commerçants, ont compris l'échec du socialisme et ont adopté le capitalisme. Mais même si, par miracle, l'Union soviétique avait fait la même chose et abandonné le socialisme, il est encore très clair que les États-Unis et l'Union soviétique auraient en continué à maintenir leur rivalité géopolitique. Parce que ce qui était en jeu, c'était de savoir quel centre de pouvoir allait dominer, Moscou ou Washington. Donc encore une fois, l'idéologie n'était que la manière dont chacun menait sa tentative de surpasser l'adversaire, mais il n'y avait pas de réelle motivation. La guerre froide aurait eu lieu de toute façon, mais d'une manière différente. Cela nous conduit à l'aspect principal de cette vidéo, la seconde raison. Parce qu'en réalité, la guerre froide et l'actuelle que les médias appellent la seconde guerre froide, d'un point de vue aussi bien historique qu'anthropologique et géopolitique, ne serait même pas exactement cela. Parce qu'il serait plus logique d'appeler la guerre froide traditionnelle celle entre les États-Unis et l'Union soviétique, le deuxième grand jeu, et l'actuelle entre les États-Unis et la Chine, que l'on appelle la seconde guerre froide, le troisième grand jeu. Ce qu'on appelle le grand jeu fut la rivalité entre les empires britanniques et russes au XIXe siècle pour l'influence en Asie centrale, principalement en Afghanistan, en Perse et au Tibet. Les deux empires intervenaient pentantes militairement et faisaient impression diplomatiquement sur l'Asie centrale et du Sud. La Russie avançait vers le Sud et la Grande-Bretagne, depuis le sous-continent indien, utilisait ce territoire comme une plateforme pour contrôler l'océan Indien et le Pacifique, projetant sa puissance en Afrique et en Asie. C'est drôle parce que les gens ont tendance à penser que ce qui se passe dans leur époque est toujours quelque chose de nouveau. Si vous observez l'histoire du XIXe siècle, vous verrez qu'elle reproduit le XXe siècle et beaucoup de ce que nous voyons aujourd'hui semble se répéter. Au XIXe siècle, tout comme au XXe, nous avons une puissance européenne, continentale, qui tente d'unifier le continent européen à partir du centre. Avec cela, deux forces marginales, l'une océanique et l'autre terrestre, coopèrent pour empêcher que cela n'arrive. Et lorsque cette puissance européenne échoue, ces deux grands pôles marginaux commencent alors à se disputer l'influence mondiale. C'est sur ce point que nous devons nous concentrer. En résumé, le grand jeu a vu l'action d'un grand pôle de puissance océanique atlantiste, qui était Londres, entrant en collision avec le pôle de puissance terrestre, qui était Moscou. C'est essentiellement une répétition de la guerre froide, sauf qu'aujourd'hui Washington remplace Londres et l'Union soviétique remplace l'Empire russe. Et regardez l'ironie, la politique étrangère soviétique, avec le temps, est devenue la même que celle de l'Empire russe qu'il critiquait pendant temps. Et les auteurs géopolitiques qui ont influencé les États-Unis, comme Mackinder et Julian Corbett, étaient anglais. C'est pourquoi, lorsque nous voyons les déclarations des dirigeants russes, ils ne parlent pas exactement des États-Unis ou de l'Angleterre, remarquez, mais ils parlent des anglo-saxons. Et ce point de vue qu'ils ont a beaucoup de sens. Et en rapportant cela à ce que serait cette seconde guerre froide, qui, comme je l'ai dit auparavant, serait plus justement appelée le troisième grand jeu, pourrions-nous maintenant remplacer Moscou par Pékin ? Parce que, encore une fois, nous avons une puissance maritime qui se trouve à la périphérie du continent eurasien et qui s'oppose à une puissance continentale terrestre à l'autre extrémité du continent eurasien. Donc la première guerre froide a en réalité été le deuxième grand jeu, et celle que les médias appellent la seconde guerre froide s'appellerait le troisième grand jeu. Ou alors on peut dire qu'il s'agit de la troisième guerre froide, les autres périodes étant la première et la deuxième guerre froide. N'hésitez pas à la choisir. Cette perspective est plus logique car ici, l'idéologie importe peu. Seule la lutte pour le pouvoir et l'influence géopolitique comptent. Je n'ai aucun doute que les historiens du futur, dans plusieurs siècles, voire des milliers d'années, verront les États-Unis comme une continuation de l'Empire britannique avec une brève rupture. De la même manière qu'aujourd'hui nous regardons 2000 ans en arrière et voyons Constantinople et Rome comme faisant toutes deux parties du même empire romain,
simplement avec une division administrative. Avant la chute de l'Empire romain d'Occident, Londres et Washington seront à l'avenir considérés comme faisant partie du même organisme géopolitique, car à mesure que le temps passe et que la vision de ce scénario devient plus lointaine et donc plus large, elles seront perçues comme faisant partie du même empire. Il n'en va pas de même pour la Chine et la Russie, qui ne sont pas la même civilisation et ont très peu de liens. D'ailleurs, à première vue, on pourrait penser que la logique que j'ai exposée n'aurait pas beaucoup de sens, puisqu'il n'y a pas eu de grande guerre qui aurait poussé les États-Unis et la Chine à coopérer puis à se partager, entre guillemets, le monde. Mais il s'en est fallu de peu, car après les événements que j'ai mentionnés, à savoir une quasi-guerre entre la Chine et l'Union soviétique sur la rivière Ussuri, qu'ont fait les États-Unis pour contenir cette puissance géopolitique terrestre qui, dans le contexte européen, serait marginale, mais dans le contexte eurasien, serait centrale. Ils ont cherché à coopérer avec la Chine, qui, dans une perspective eurasienne, serait une force marginale. Tout comme Moscou l'est pour l'Europe, Pékin serait l'équivalent pour l'Eurasie. La raison de cette répétition est simple, la géopolitique, c'est la géographie qui influence le comportement des États et définit l'arène dans laquelle ils vont s'affronter. Mais alors une question se pose. En utilisant cette base historique du passé, serait-il possible de prévoir qui sera le vainqueur de cette rivalité à l'avenir ? Malheureusement, non. Car même si les acteurs répètent que ce schéma géopolitique, les éléments et les outils dont ils disposent sont différents. La Chine est différente de l'Empire russe et de l'Union soviétique, dans un sens bien plus large. Ils sont moins militaristes, mais beaucoup plus commerciaux et industriels, plus anciens, plus patients et avec une vision à long terme bien plus grande, ce qui constitue un élément différent des deux guerres d'eau froide ou des grands jeux précédents. Et tandis que l'Empire britannique était à l'apogée de sa puissance pendant le premier grand jeu et que les États-Unis étaient à l'apogée de leur puissance pendant le deuxième grand jeu, ce n'est plus le cas aujourd'hui, les États-Unis sont loin de leur apogée. Si l'on considère l'Empire britannique et les États-Unis comme faisant partie du même empire ou de la même structure géopolitique, ce qui, soit dit en passant, n'est pas une idée de moi, car d'autres géopoliticiens, justement anglais et américains, ont pensé ainsi, alors cette organisation ne serait pas seulement loin de son apogée, mais elle subirait une profonde transformation de ses caractéristiques, similaires aux derniers jours de l'Empire romain. Parce qu'ils sont de moins en moins commerciaux, de moins en moins industriels, de plus en plus accablés par les impôts, avec davantage de conflits internes, ce qui était différent pendant la période de leur apogée. Mais d'un autre côté, la géographie leur est encore favorable, car ils bénéficient de l'agilité et de l'isolement qu'un empire naval seul peut avoir, c'est-à-dire la capacité de choisir avec qui ils vont commencer une guerre, quand ils vont commencer cette guerre, où ils vont la mener et comment ils vont la mener. Ainsi, dans cette large perspective historique et géopolitique, je ne pense pas que nous devrions parler d'une seconde guerre froide, mais plutôt de la troisième guerre de la même civilisation, celle des puissances maritimes, périphériques, contre les puissances terrestres eurasiennes, faisant partie du même moment historique, mais subdivisées en 3 épisodes. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo avec tous ceux que vous connaissez. Votre aide est essentielle pour que je puisse continuer à vous apporter du contenu sur la géopolitique. Et n'oubliez pas d'aller jeter un œil à mon autre chaîne Horizon Futuriste, où je traite des thèmes de la science-fiction de manière technique et réaliste. À bientôt et à la prochaine vidéo.